Allô? Urgence pompier. En fait, là, je suis en présence d'un homme de 23 ans qui a une plaie par balle au niveau du dos, en plein milieu du dos. Ce soir du 13 novembre 2015, ce n'est pas un simple fait divers qui est en train de se jouer dans les rues de Paris. Oui, la police. Oui, j'écoute. Là, il est devant le Bataclan, ouais. Il court avec une calache, il tire sur tout ce qui bouge. Des terroristes attaquent la capitale à plusieurs endroits. Ils vont faire 130 morts et près de 500 blessés. Urgence pompier, j'écoute. Allô? Au Bataclan. Oui, allô? Je comprends pas ce que vous dites, là. Allô? Au Bataclan, il y a une fusillade Des centaines de secouristes mobilisés, 5 hôpitaux parisiens et 2 hôpitaux militaires réquisitionnés. Voici le récit de cette nuit dramatique par ceux qui ont secouru, soigné, opéré pendant des heures entières. Là, on est dans une situation complètement exceptionnelle à laquelle je n'avais jamais été confronté. En première ligne, les pompiers. Ils ont affronté des scènes de guerre que personne n'avait imaginées. Il y a trop de victimes. S'attarder longtemps sur un patient, c'est laisser mourir les autres. Quand moi j'entre au Bataclan, le spectacle que je vois, c'est celui de corps allongés. On voit les portables sonner avec parfois marqué « Mon amour »,« Papa »,« Maman ». Face à l'horreur, comment médecins, pompiers, infirmiers ont-ils réussi à garder leur sang-froid? Vous avez été opéré. Vous vous souvenez? Est-ce que je vais arriver à m'occuper de ces patients, à ne pas craquer devant eux? Il fallait surtout, il fallait pas craquer devant eux. Ceux qui ont pansé les plaies racontent heure par heure le stress et les doutes qui les ont traversés, mais aussi les cicatrices que cette terrible nuit a laissées. Ce matin du 13 novembre, les pompiers et le SAMU simulent une attaque terroriste sur Paris et sa banlieue. Depuis que la France a été touchée par des attentats en janvier 2015, les autorités savent que la menace est permanente. Alors, régulièrement, les équipes de secours s'entraînent pour affronter le pire. Une fusillade boulevard Haussmann, Paris 9, sur 2 étages dans les Galeries Lafayette. On ne sait pas trop ce qui se passe. D'habitude, ils envisagent des attaques dans des gares, des aéroports et des centres commerciaux. décédé, ok, t'es arrivé jusqu'au max, là, au niveau de la merde. Fusillade 52 rue de Rivoli, agresseur en fuite. Ce vendredi 13 au matin, c'est la première fois que l'exercice est d'une telle ampleur. On avait déjà fait la fusillade avant Charlie Hebdo, donc c'était pas une nouveauté. Ce qu'on a plus travaillé, c'est la possibilité d'être sur plusieurs sites à la fois. Et ça, c'était quelque chose qui, pour nous, était plus compliqué à mettre en place. L'exercice simule 13 fusillades simultanées dans des grands magasins. Une centaine de morts et des dizaines de blessés, une situation catastrophique pour mettre à l'épreuve secouristes et hôpitaux parisiens. Il s'agissait de donner des effectifs et un nombre de chirurgiens disponibles. Je me dis que c'est excessif et que je ne vois pas comment ça peut arriver. On termine l'exercice vers 18 h le soir. Donc 18 h, on est un peu soulagé de la journée et assez satisfait quelque part de ce qu'on a fait. On sait qu'il y a des choses à revoir. Après, il faut ranger le matériel pour être prêt en cas d'opération. Aucun d'entre eux n'imagine alors que le scénario du matin va devenir réalité dans quelques heures. Ce vendredi 13 novembre, c'est une soirée ordinaire qui commence dans les quartiers festifs du 10e et 11e arrondissement de Paris. Il faisait pas trop mauvais, donc avec des amis, on est parti un petit peu se promener dans le quartier. Nous sommes passés donc devant la belle équipe, donc à 5 minutes de l'hôpital. Depuis les fenêtres, les commentaires du match France-Allemagne résonnent dans les rues de la capitale. Il revient sur Olivier Giroud qui avait décroché un petit peu Anthony Martial. Ah, la talonnade pour Olivier Giroud qui était déjà reparti se placer aux avant-postes et le ballon est perdu.
Devant son poste de télévision, Patrick Nipper se détend d'un voyage éprouvant. Plusieurs fois par an, ce chirurgien opère sur des terrains de guerre. Il revient d'un séjour au Proche-Orient. Les 10 jours qui ont précédé les attentats, j'étais par le hasard le plus total à Hébron, en Cisjordanie, où j'opérais, je faisais la chirurgie réparatrice à l'hôpital général. C'était assez chaud, c'était la période des attaques au couteau, etc. Donc je me retrouve à Paris, cool, en me disant enfin à la maison, et puis je vais pouvoir me reposer ce week-end. Marilyn, médecin-pompier, et son mari, Benoît, médecin lui aussi, vivent en famille avec leur fils dans une caserne du 13e arrondissement de Paris. Le 13 soir, nous sommes tous les deux à la maison, avec notre fils en train de regarder le match de football France-Allemagne. Moi, je suis de garde depuis le matin. Je dirais que c'est une journée comme les autres, une soirée comme les autres. Au bout d'un quart d'heure de match, à 21h17, une explosion retentit. Il fallait les mettre aussi, voilà, donc... Oula, petite bombe agricole. Rien de bien grave, une bombe c'est aujourd'hui qu'on veut voir. Voilà. Allez, en tout cas, moi, je vais entendre la première explosion, en me disant pas tout de suite que c'est une explosion, en me disant c'est un peu fort pour un pétard. Et puis, en fait, donc on se focalise un petit peu sur le public, mais comme rien ne bouge à l'écran, on se dit, bon, que finalement, c'était peut-être un gros pétard quand même. Le centre de commandement des pompiers de Paris reçoit le premier appel d'un témoin qui parle d'une explosion accidentelle. Allô, les pompiers là? Bonjour, on a une explosion de bouteilles de gaz au Stade de France à Saint-Denis, au 23 avenue Jules Rimet, dans un restaurant. Le temps que les pompiers se rendent au Stade de France, une autre explosion se produit. Une fois sur place, il n'y a plus de doute. Ils préviennent leur état-major. Je suis au Stade de France, là. Oui. Tu vas être prévenu, il y a eu 2 grosses explosions. Il y a 2 grosses explosions? Ouais, il y a eu Attendez, 2 reste en grosses ligne. explosions et j'ai des blessés là, j'ai 3 blessés avec moi. Combien de blessés? J'ai 3 blessés avec moi alors. A priori c'est un gars qui s'est fait sauter là. C'est à l'extérieur du stade ou il y a à l'intérieur? C'est à l'extérieur du stade. Un mec qui s'est fait sauter? Ouais, parce que j'ai un corps qui est un peu éparpillé un peu partout là. Là devant moi j'ai une jambe, enfin voilà. Les corps des 2 kamikazes sont évacués. Leur explosion a fait 1 mort et plus d'une dizaine de blessés. Pour le bilan, on est à 2 Delta Charlie Delta, 6 UA, reçu par les. UA veut dire urgence absolue. 6 personnes sont entre la vie et la mort. 6 autres souffrent de blessures multiples. Dans le stade, le public ne se doute de rien. Les secours ont pris la décision de ne pas évacuer les 80 000 spectateurs afin d'éviter tout mouvement de panique qui pourrait faire encore plus de morts. Pompiers, j'écoute. Au centre de commandement, la tension monte d'un cran. Il est 21h26. Les pompiers sont submergés d'appels au secours, plus de 30 par minute. Cette fois-ci, ils proviennent de l'est de Paris. À Paris, il y aura une fusillade apparemment. Fusillade au croisement rue Marie-Louise et rue Bichat, à côté de l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, des armes automatiques. On est au Carillon, à l'arrêt métro Goncourt. D'accord, mais il y a des blessés ou pas là? Il y a des blessés, on a entendu des cris, il y a des gens qui sont touchés, monsieur. Mes collègues sont en route là, ils sont déjà partis. Il y a déjà un pack de balles. Allô, allô? Allô? Oui, madame, c'est les pompiers, vous êtes à quelle adresse là? Rue Jacques-Louvel-Tessier. Attendez, madame, j'entends pas ce que vous dites. Rue Bichat et rue Jacques-Louvel-Tessier. Il y a 2 voitures qui se sont arrêtées et elles ont tiré sur les 2 restaurants qui sont à l'angle. Elles ont tiré plein de coups de feu sur les 2 restaurants, s'il vous plaît. D'accord, est-ce qu'il y a des blessés? Je ne sais pas. Et ils sont encore là, les tireurs là ou pas? Oui, ils sont là. Ils sont encore là? Quelques minutes après cette première fusillade, Jérôme prend son service. Il est responsable des opérateurs ce soir-là. Alors la salle, l'ambiance qui règne, elle est très tendue. Donc moi j'arrive par ce couloir, je vois énormément de monde en train de s'agiter. Le niveau sonore est vraiment très très haut. Donc là on se demande ce qui se passe et j'entends des mots forts qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre de si nombreuses fois.
On entend explosion, on entend fusillade, on entend tir, kalachnikov, on entend beaucoup de mots comme ça. En arrivant, je vois tous les regards, donc ils sont vraiment concentrés sur les ordinateurs. Je sens cette atmosphère pesante. Et quand je rentre dans la pièce, je vois beaucoup de regards qui me fixent et qui me disent merci d'être là pour pouvoir répondre à tout cet afflux massif d'appels. Le nombre d'appels ne cesse d'augmenter. Une deuxième fusillade vient d'éclater rue de la Fontaine-au-Roi. Un conducteur filme la scène. Un homme tombe à terre. Excusez-moi. C'est un carnage. Ils ont fusillé tout le monde. Putain, c'est trop dangereux ici, putain. De merde. Ouais, bonsoir, il y a une fusillade de la République. Monsieur, j'ai besoin d'adresse précise par contre, s'il vous plaît. Alors, nous, moi j'habite à rue de la Fontaine-au-Roi. Ouais. On a entendu, écoutez-moi, on a entendu des coups de feu, on a regardé dehors, on a chopé le numéro de la plaque de la voiture. Alors. Une Seat Ibiza noire. Et ça, les coups de feu venaient de la voiture, là? Ouais, en fait, non, des gens sont sortis. Ouais. Ils ont tiré avec des fusils automatiques. Ouais. Et dans un restaurant. Voilà, il y a 2 morts. Apparemment, il y a 2 morts. Quelqu'un a appelé la police? « 21h36, des terroristes tirent maintenant sur les clients du restaurant La Belle Équipe dans le 11e arrondissement. Donc lorsque le téléphone sonne, en fait, c'est pour m'avertir que je pars sur intervention où il y aurait une fusillade avec une quinzaine de blessés graves. Dans ma tête, c'est quand même très confus. Au départ, on sent à la tension, aux messages qui sont en train d'être passés sur les ondes, que voilà, il y a plusieurs endroits, il y a beaucoup de victimes, mais on n'arrive pas encore à maîtriser, on ne maîtrise absolument pas toutes les infos, on n'arrive pas à faire trop le tri de toutes les infos qui arrivent. L'ambulance de Benoît est envoyée rue de Charonne pour prendre en charge les blessés du restaurant La Belle Équipe. On arrive, je sais pas, ça doit faire 5 minutes que ça s'est passé. Il y a peu de forces de police, ce qui est normal. Je veux dire, ça vient juste d'arriver. Je ne savais pas si il y avait des tireurs encore là, si les tireurs allaient repasser, si on savait a priori qu'ils s'étaient échappés grâce aux différents témoins qu'ils étaient partis grâce aux différents témoins qui étaient là. Mais on n'en sait pas plus en fait. Donc en fait, moi quand j'arrive, il y a déjà 5-6 victimes qui ont été amenées et il y a un afflux continu de victimes. Les terroristes ont laissé derrière eux des scènes de guerre. Le professeur Tourtier coordonne les équipes médicales des pompiers. C'est une scène particulière parce que, d'abord, on marche sur les chargeurs de Kalachnikov, véritablement, pour aller d'une victime à l'autre, qu'on organise l'espace pour regrouper les victimes dans les cafés qui sont adjacents, et puis on est obligé de tenir compte de la géographie particulière des lieux, et notamment le fait qu'on est à côté de l'hôpital Saint-Louis. Et déjà, quand j'arrive, un certain nombre de victimes ont été dirigées par les passants vers l'hôpital Saint-Louis. L'hôpital Saint-Louis est situé à quelques mètres à peine des restaurants Le Petit Cambodge et Le Carillon. C'est là qu'arrive l'un des tout premiers blessés. Le premier patient va arriver, va être enregistré à 21h42 et c'est un monsieur qui va arriver, qui va simplement dire j'ai mal et qui va s'écrouler. Et donc il ne va pas spontanément dire j'ai des balles dans le corps parce qu'il va s'avérer que ce monsieur a une balle au niveau de la jambe et une balle dans le dos. Et donc au fur et à mesure, les victimes vont arriver. Les gens tout simplement ont peur. Les policiers tout à l'heure criaient rentrez chez vous, rentrez chez vous. Il y a des voitures de police qui passent à côté de moi à vive allure ici en contresens. Toutes les rues sont bloquées et des gens qui seraient morts donc devant ce bar. 5 minutes après Saint-Louis, les urgentistes de l'hôpital Saint-Antoine accueillent des victimes de la rue de Charonne, située à 800 mètres. Ici aussi, l'équipe médicale ignore ce qui se passe dans les rues de Paris. On a un patient qui arrive, qui est blessé par balle. C'est à peu près tout ce qu'on sait à ce moment-là.
On n'est pas à Chicago, on n'est pas à Marseille, donc un blessé par balle dans un service d'urgence parisien, ça provoque tout de suite un tout petit peu d'excitation, d'appréhension aussi. Au fait, dans les 6-7 minutes qui suivent, on va recevoir 3 autres patients. Dans les faits, on ne comprend pas ce qui se passe. On essaye de prendre l'histoire en restant calme, en disant mais qu'est-ce qui se passe exactement dehors? Et là, il y a effectivement une accompagnante, en l'occurrence, qui nous dit mais vous ne comprenez pas, ils sont tous morts, ils sont en train de nous tirer dessus. Et ça, effectivement, on est dans les 10 premières minutes. Et là, il n'y a plus de doute qu'il se passe quelque chose de très, très, très grave et de vraiment complètement hors du commun à l'extérieur. Comme tous les vendredis soirs, le service des urgences tourne à plein régime. Une cinquantaine de patients ordinaires s'y bousculent. Yuri Yordanov, le médecin de garde ce soir-là, craint d'être débordé par l'arrivée massive de blessés. Le premier réflexe, c'était de dire « on vide le service des urgences ». J'ai des gens qui arrivent, je ne sais pas ce qui se passe, il faut qu'on vide le service des urgences. Et au bout de 2 secondes de réflexion, on se rend compte qu'on ne peut pas vider le service des urgences, on ne peut pas mettre les gens dehors. Il y a des bonhommes qui sont en train de courir dans la rue avec des kalachnikovs. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc, au bout de 2 secondes de jugeote, on se dit, bah non, les patients, ils repartent pas dans la rue, ils restent dans la salle d'attente, ils bougent pas tant qu'on ne leur dit pas de quitter le service. Ce que l'on sait, c'est que des coups de feu ont été entendus à 3 endroits différents du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Rue de Charonne, 6 corps sont étendus au niveau du numéro 90 et les riverains jettent des draps pour recouvrir ces corps. En arrivant sur les lieux des fusillades, Steve ne s'attendait pas à trouver autant de victimes entre la vie et la mort. Des images qu'il a encore du mal à oublier. Vous voyez des gens qui perdent beaucoup de sang, déjà du sang au sol, des gens morts déjà, décédés, et des gens qui vivent encore, qui demandent à l'aide avec leurs amis ou leur famille à côté. J'ai une image où je porte secours à une femme et je lui demande elle-même d'appuyer sur sa plaie avec un pansement compressif ou une compresse qu'on pourrait trouver n'importe où. Puisque là, il faut pouvoir utiliser le personnel qu'on a sous la main. Et étant donné qu'on est quand même restreint à ce moment-là de l'intervention, puisque tous les secours ne sont pas encore là, on essaie de se débrouiller comme on peut. Ouais. Steve et ses collègues appliquent les mêmes procédures qu'en temps de guerre. Sur les terrasses de la rue de Charonne, Benoît est chargé du triage des blessés. Dans une situation de multivictime comme a été la situation du 13 novembre soir, on ne peut pas mettre toutes les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, sur un seul malade pour en laisser d'autres mourir. Donc effectivement, il y a eu certaines décisions qui ont été de toute façon pas simples à prendre, de patients dont on sait que le pronostic vital à très court terme est engagé, et pour lequel c'est pas possible, surtout, de prendre en charge. C'est difficile parce qu'on a malgré tout un petit peu le pouvoir de vie ou de mort sur un malade. Mais c'est surtout, derrière, est-ce que la décision prise était la bonne décision? Prendre de telles décisions, les médecins y sont habitués. En revanche, l'annoncer aux proches est ce qu'ils redoutent le plus. Vous avez une victime qui est en position latérale de sécurité. Quelqu'un de sa famille vient me voir pour voir si on peut faire quelque chose. Je me rapproche donc pour faire un bilan. Et effectivement, cette dame-là a une balle dans la tête, mais respire encore. Donc le médecin me demande de lui dire qu'on ne pourra rien faire, mais je n'ai pas le courage de lui dire directement. Et là, le médecin lui dit qu'on ne pourra rien faire et qu'il lui reste juste à rester assis à côté d'elle et lui dire au revoir le temps qu'elle parte toute seule, quoi. Voilà. Quand ils apprennent l'étendue des attaques, de nombreux médecins et infirmiers qui se trouvaient chez eux retournent spontanément dans leur service. Sabrina a déjà passé toute la journée au bloc opératoire. Pourtant, malgré la fatigue, elle n'hésite pas une seconde à retourner à l'hôpital Saint-Antoine.
Les gens m'appellent, me disent « mais t'es où? Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « moi je vais travailler, je vais au bloc. » Et on me dit « mais non, on n'y va pas, tu te rends pas compte, ça canarde de partout, tu peux pas y aller, c'est pas possible. » Et moi je leur dis « mais je peux pas ne pas y aller, c'est pas possible pour moi de ne pas y aller, quoi. » Pour moi, ma place, elle était au bloc. À la fois, j'ai aussi l'appréhension de ce que je vais y trouver, l'appréhension de ce que je vais y voir, et puis comment ça va se passer, quoi. Est-ce que je vais être capable d'assumer ça? Quand je vois des images télé et que je vois qu'il y a des attentats, sans faire le malin, mais en 30 secondes, je savais que j'allais passer le week-end à opérer. Forcément, on vient d'un pays où il y a des plaies par balle et on passe 10 jours à opérer. Là, j'ai vu qu'il y avait des blessés, on est tout de suite prêt. Tout de suite, j'avais mon scénario dans la tête. Donc j'arrive au bloc opératoire et tout de suite, dans la sérénité, on a géré les choses comme en mission. Je suis arrivée dans le bloc et là, j'ai vu qu'il y avait déjà des patients qui attendaient. Il y avait déjà des patients dans les salles d'op. Et c'était très calme, étonnamment calme. Ce qui m'étonnait, c'était cette espèce d'état de choc dans lequel ils étaient. Il n'y avait pas un mot, il n'y avait rien. Voilà, tout le monde faisait son boulot. Il n'y avait pas de cris, de hurlements, d'exigences. Quand on mettait des médicaments contre la douleur, quand on utilisait de la morphine sur certains blessés qui étaient très blessés, le patient en question, quand je lui dis on va mettre de la morphine, là, maintenant, qui me dit non, non, ça va, la douleur est supportable, et ma voisine a l'air d'avoir un peu plus mal que moi, donc vous lui donnez la morphine. Moi, j'ai découvert les attentats à travers le témoignage de tous mes patients. Mon premier patient, il avait pris deux balles de Kalachnikov, et ben, il ne savait pas d'où ça venait. Lui, ce qui a été terrible dans son discours, c'est qu'il a vite réalisé que entre chaque rafale, les terroristes prenaient le temps de recharger et parler. Voilà, ce qui l'a vraiment, lui, traumatisé, c'est ce calme des terroristes qui tiraient, qui prenaient le temps de parler, de recharger et qui retiraient. Il faut soigner les plaies, mais aussi anticiper les traumatismes. Dès le début de la nuit, des psychiatres sont appelés en renfort. Comment répondre à la question « mais à quoi ça sert? Dites-moi pourquoi il est mort ?» Par exemple, quelqu'un me dit « moi, parler de sa compagne, ben, au début c'est elle qui m'a rassuré, parce que moi j'étais blessé, pas elle. Et donc elle m'a rassuré, elle m'a dit « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'elle était morte parce qu'elle était froide. Donc le rôle s'est inversé, la personne qui vous rassurait et tout d'un coup, celle qui meurt. Donc du coup, il faut faire raconter ça pour que l'histoire prenne sens. On peut dire, mais écoutez, oui, mais elle a été jusqu'au bout avec vous, vous l'avez aussi sur vous, vous l'avez portée dans ses bras, elle est morte avec vous. Il y a quand même des choses qu'on peut dire. Cette nuit-là, Saint-Antoine ne manque pas de personnel. L'hôpital a même triplé ses effectifs grâce aux volontaires. Qu'ils soient médecins ou qu'ils viennent d'autres services, comme Marie-Valérie, secrétaire médicale. Donc j'ai été taper à la porte du bloc et j'ai dit voilà, vous avez besoin de bras, voilà les miens, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, et on m'a confié des tâches. Toute la nuit, Marie-Valérie pousse des brancards, rassure les patients, nettoie le sol couvert de sang. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé de questions, quoi. On a accueilli, évidemment, on avait besoin de toutes les mains qu'on pouvait. Donc, évidemment qu'on accueillait tout le monde et ça a été vraiment une belle solidarité, ça. Je me rappelle même qu'on attendait une infirmière et c'est une secrétaire qui est arrivée. Et on s'est demandé ce qu'on allait faire avec moi. C'est vrai qu'on a fait abstraction de tous les clivages qui peuvent exister au niveau hiérarchique parce que des gens avaient besoin de nous, encore une fois. Oui, c'est marrant, moi je suis cadre, la plupart me vous voient. Et cette nuit-là, il y a un infirmier notamment qui me dit « Bon, écoute, là ce soir, on va se tutoyer, t'es ma collègue, t'es pas ma cadre. » Voilà. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai trouvé ça, voilà, ce soir-là, il y avait un truc particulier, quoi. Franchement, dans ce malheur-là, waouh,
l'humanité qui s'est dégagée, le travail en équipe, pro, personne n'a crié, tout le monde était solidaire. Là, il n'y avait plus de chefs, de pas chefs, de petits chefs, de sous-chefs. Là, on est content d'être à Paris. Hein. Moi, quand je reviens des pays dans lesquels je vais, waouh, chaque fois, je me dis... Là, j'étais fier d'être à Paris, dans cette ambiance, avec toute cette efficacité, tous ces gens qui spontanément sont venus. Tout ce qui s'est passé était beau. C'est pas adapté comme terme, parce que c'était un moment terrible, mais dans ce moment terrible, il y a eu du beau chez les hommes. Pendant que le personnel médical trouve sa place dans cette organisation improvisée, 30 minutes après la toute première explosion au Stade de France, les pompiers du centre de commandement connaissent un nouveau pic d'appel. Bataclan, il y a des tirs de Kalash. Je me dis, mon mari, on vient de voir un type avec un fusil, ça calarde à tout. Il y a un concert. Il y a un concert. Le 3e commando de terroristes passe à l'action. Il tire d'abord à l'extérieur du Bataclan. Puis les terroristes entrent dans la salle où se produit le groupe de rock Eagles of Death Metal. Un spectateur filme la scène, on entend les premières rafales de Kalachnikov. L'urgence pompier. Bataclan, fusillade. D'accord, ok, vous êtes sortis? Non, tous dedans. Vous êtes tous dedans? Vous êtes enfermés avec combien de personnes là? Oui, 2 personnes qui tirent en mitraillette. Ils sont toujours dedans, eux? Ça tire dans le Bataclan là. Ouais. Regarde, on entend un coup de feu. J'ai une personne, j'ai encore sa voix dans ma tête qui m'appelle parce qu'il est à quelques mètres du terroriste. Il me dit qu'il est ceinturé d'explosifs, qu'il a un gros fusil d'assaut dans la main, qu'il est caché dans un compteur électrique et qu'il parle doucement parce qu'il a peur de mourir, tout simplement. J'essaie de le rassurer comme je peux, que moi aussi je parle pas fort, qu'il reste avec moi au téléphone, que les secours seront à côté, qu'ils vont pas tarder à arriver, que la police a fait un périmètre de sécurité. Il faut qu'ils tiennent bon. On est parti, d'accord? On est parti. Oui, oui. Et si les terroristes ils sont encore là, madame? Est-ce qu'ils sont encore là? Écoutez, madame, écoutez-moi. Sinon, madame, vous allongez, vous faites la morte. Ok, vous ne bougez pas. Vous dites aux gens, tous autour de vous, de faire le moins de bruit possible, de ne plus parler. Faites le mort. Si vous voyez qu'ils s'approchent, faites la morte, madame. D'accord? Je sais que vous avez peur, madame, mais choisissez-vous en ligne. D'accord? Non, madame, ne parlez pas. Ils cherchent les gens qui sont vivants, d'accord? Alors maintenant, vous m'écoutez juste, d'accord? J'ai certains de mes opérateurs qui ont conseillé à des victimes de se cacher sous des corps. Malheureusement, comme en temps de guerre, si c'était possible qu'ils y glissent dessous, de faire le mort, vulgairement. Et quand on voit le compteur qui s'affole et avec des personnes à qui on n'a pas encore parlé, on est obligé de raccrocher avec certains, même s'ils veulent garder le contact avec les pompiers et ils veulent tenir ce lien à la vie. C'était leur moyen de communiquer et leur moyen de dire au revoir si jamais ça se passait mal par la suite ou s'ils sentaient que ça tournait mal. Le téléphone, comme un fil relié à la vie pour ceux qui se cachent des terroristes. D'autres réussissent à fuir par les sorties de secours, sous les balles des tueurs. Sur les trottoirs, des rescapés attendent les premiers secours. Thibault Lefebvre, vous vous dirigez vers le Bataclan. Quelles sont les informations dont vous disposez? Il y aurait, mais là encore, c'est à mettre au conditionnel, une prise d'otage en cours. La police, en tout cas, a bouclé le périmètre. Sortez de là! Sortez! On recule! Pour le moment, 18 morts et pas plus d'informations. Il est un peu plus de 22 heures quand des dizaines de camions de pompiers et d'ambulances se positionnent autour du Bataclan. Ils ont ordre de rester à distance, car la zone n'est pas encore sécurisée.
Nous, on est bloqués. On regarde ce qui se passe sans pouvoir faire quoi que ce soit. On comprend qu'il y a des terroristes, on comprend qu'à ce moment-là, qu'il y a de nombreuses victimes. C'est pas ce qu'on avait au départ. Puis, à un moment donné, on rentre dans une zone que la police nous ouvre et on se retrouve nez à nez avec Dabéry. La brigade de recherche et d'intervention se prépare à l'assaut. Un kamikaze s'est fait exploser. Les 2 autres terroristes se sont barricadés au premier étage du Bataclan avec une douzaine d'otages. Comme à chaque fois, un médecin sera derrière les policiers pendant l'intervention, au cas où l'un d'eux serait blessé. Ce soir-là, c'est le professeur Denis Safran, 10 ans de BRI. Donc nous sautons des voitures, on forme la colonne. C'est la première colonne de BRI qui va arriver dans le Bataclan et entre dans le hall du Bataclan, où là, il y a des gens décédés déjà dans ce hall. Et puis, ces portes qui donnent sur la salle sont fermées. Et la colonne BRI, le chef de colonne, va ouvrir cette porte pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vois dans cette fosse là, des dizaines de gens, je ne peux pas les dénombrer, couchés les uns sur les autres. Les gens hurlaient au secours, je suis là, sauvez-moi. Et à un certain moment, l'ordre va être donné aux gens qui étaient en mesure de le faire de sortir. Sortez, longez le mur à gauche. Parce que l'idée, c'est que le boulevard Voltaire, éventuellement sous les tirs, si les gens doivent s'évacuer, il faut qu'ils longent le mur. Parce que ça ne tire pas. Mais ça pourrait tirer. Et là, vont arriver des blessés graves. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas valides, qui sont traînés par d'autres. Et au début, si vous voulez, je me mets dans l'idée de faire des premiers soins, découper le t-shirt, puis s'il y a une hémorragie active, mettre le t-shirt en boule, appuyer pour contenir l'hémorragie. Et puis, en fait, on est dans une phase où il faut faire de l'extraction la plus rapide possible. Il n'est pas question de faire de la médecine, là. Et là, on n'a pas de brancard, là. On n'a pas de brancard pour les évacuer. Et là, j'avise que sur le trottoir, il y a ces barrières métalliques, vous savez. Et je dis aux policiers, apportez les barrières, mettez-les horizontales, on va mettre les gens dessus. Et de fait, les policiers amènent ces barrières, on met les gens dessus, ben ça fait un brancard, finalement. À l'extérieur du Bataclan, les équipes du professeur Tourtier coordonnent l'évacuation des premiers blessés. Évacuation maintenant, exactement. Je vais médicaliser, vous me les envoyez et je vais commencer à charger. Il faut qu'on évacue, vous me les envoyez ici. On a regroupé les victimes dans des endroits qui ne sont pas sécurisés. Ce qui va être ma préoccupation, c'est de faire un transfert de ces victimes dans un nouveau poste médical avancé qui va être en zone sécurisée, où on va pouvoir faire venir les ambulances de manière à, après avoir fait les premiers soins secouristes et médicaux sur les victimes, les mettre dans une ambulance de réanimation pour les adresser vers une structure hospitalière. Je te jure, si t'avais pas la main 10 minutes, sur toi. Reculez, les véhicules puissent passer. Il y avait tellement de patients que du coup on faisait un roulement. Avec une fois que le premier patient était stabilisé, on allait s'occuper d'un deuxième patient. D'un point de vue médical, c'était pas compliqué parce qu'on est formé d'un point de vue médical à traiter ce genre de blessures et ce genre de patients. C'est plutôt d'un point de vue humain où c'est plus difficile. Tous les patients qu'on a eu ce soir-là étaient des gens de ma génération qui sortent dans Paris. Donc forcément, oui, c'était ça la plus grosse peur de la soirée. C'est ça, c'est d'avoir quelqu'un que je connais qui arrive blessé. Une attaque également dans le Bataclan en plein concert. La même crainte est partagée par de nombreux Français qui cherchent à avoir des nouvelles de leurs proches. 5 ou 6 sites ont été visés. Devant les infos qui tournent en boucle, la France est comme tétanisée. Des attaques à l'arme automatique, a priori, d'après les... J'ai eu l'impression qu'on était en état de guerre. Enfin, moi, je n'ai pas fait la guerre, hein, je suis une autre génération, mais j'imaginais très bien la guerre comme ça, avec ce genre de blessures. Les blessures étaient très graves. Bon, il y avait les balles de Kalachnikov, là, qui éclatent à l'intérieur, et puis les ceintures, voilà, ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Donc ça peut être toute plaie de la face énorme, ça peut être du thorax. Pour soulager les hôpitaux parisiens, une grande partie des blessés graves sont envoyés en banlieue, vers les hôpitaux militaires de Percy et Bégin.
Je passe les portes battantes. Et là, par contre, je rentre dans un univers qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne voit même pas dans les films. Hein. Moi, je décris ça comme une grande fourmilière, avec beaucoup de rouge, beaucoup de sang, mais du calme. Je prends mon premier patient en charge. Tout de suite, il me dit retrouver ma compagne. Vraiment, notre soin, il prend une autre dimension. C'est-à-dire que, OK, il faut le stabiliser, mais il faut quand même que je le soigne, pas psychologiquement, mais un petit peu en le rassurant, en lui disant écoute, ne t'inquiète pas, je vais la retrouver, je vais essayer de la retrouver, je te garantis pas, mais je vais faire quelque chose pour toi. Et heureusement, elle était là aussi, elle était aux urgences de Bégin. Je suis allée la chercher et je les ai mis tous les deux dans la même chambre. Au bloc opératoire, les équipes travaillent dans des conditions inhabituelles. Là, c'est des patients qui arrivent à la chaîne. Et il n'y a pas le temps pour connaître, pour voir. On n'a parfois pas le nom de la personne qu'on va opérer. Et de ne pas savoir leur nom, ouais, c'est un petit peu gênant. Parce que notre métier, c'est pas opérer un corps, c'est opérer une personne. On ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas pourquoi, enfin, de quoi on doit les opérer avant qu'ils arrivent dans la salle d'opération. Donc, parfois, on ouvre et on n'a pas eu d'imagerie avant. Donc, on ne sait pas l'étendue des dégâts. Donc, ce sont des plaies par balle qui sont très, très graves. Ce sont des plaies multiviscérales, donc il y a plusieurs atteintes sur un même corps. Donc, on essaye de gérer l'urgence comme on peut. Ici, les soignants sont tous militaires. La plupart ont déjà opéré des soldats en zone de guerre. Mais prendre en charge les mêmes blessures à Paris était inimaginable. Autant lorsqu'on est en treillis, lorsqu'on est dans le sable, lorsqu'on est en Afghanistan ou au Mali, on sait à quoi s'attendre. On sait que les blessés, ce sera des blessures de guerre. Ce qui est étrange, voilà, c'est de transposer les connaissances qu'on a qui doivent nous servir sur des territoires extérieurs et voilà, qui arrivent ici. À quelques rues des hôpitaux, au Bataclan, les terroristes sont toujours retranchés au premier étage. À minuit 20, l'assaut est donné par la brigade d'intervention et le raid. J'entends dans mes écouteurs que les types sont morts, les terroristes, et d'ailleurs, ça s'arrête de tirer, on n'entend plus rien. À ce moment-là, les démineurs n'ont pas encore sécurisé le Bataclan. Mais les forces de l'ordre prennent tout de même la décision de faire entrer les pompiers dans la salle. Si on avait attendu que les dépiégeurs d'assaut nous affirment qu'il n'y avait aucun piégeage dans le Bataclan, il se serait peut-être passé une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, et pendant ce temps-là, j'en serais mort. Hein. Donc il y a un certain moment, vous êtes obligé de faire la balance bénéfice-risque, comme on dit. Et puis là, je vais partir explorer le Bataclan à la recherche de blessés. C'est un bâtiment très complexe, avec des enchevêtrements, des petits escaliers, des trucs comme ça. Effectivement, les toilettes, un demi-étage. Il y a une jeune femme qui est là avec le bras quasiment arraché. Il me dit « Dis-moi si je peux la descendre ». Alors je l'examine, je vois qu'il n'y a pas de saignement actif. Je lui dis « Écoute, on va la sortir de là, lui tire pas le bras. Mais tu peux la descendre. » Bon. Et le type l'a chargée sur son dos et descendait les escaliers avec. Quand moi j'entre au Bataclan, le spectacle que je vois, c'est celui de corps allongés, de corps sur lequel, et c'est toujours un spectacle qui me glace, on voit les portables sonner, avec parfois marqué « Mon amour », « Papa »,« Maman », et puis un spectacle qui me reste, c'est celui de, je pense, 2 jeunes spectateurs qui étaient venus en couple au Bataclan et qui sont morts dans les bras l'un de l'autre. J'évite de regarder le visage parce que j'ai des enfants qui sont jeunes et que ces spectateurs qui sont là
Ce soir-là, ça pourrait être mes enfants dans quelques années. Quand on fait sortir les gens du Bataclan au milieu des cadavres, on essaie de leur mettre la main sur les yeux pour qu'ils ne voient pas ça. On leur dit « regardez en l'air, regardez pas ». C'est extrêmement traumatisant pour le public qui vient de subir en plus les tirs en direct. Ils tirent au coup par coup. Hein. Pendant que les secours évacuent les derniers blessés du Bataclan, dans les hôpitaux parisiens, la crainte du manque de personnel commence à s'installer. La Pitié-Salpêtrière avait bien imaginé un plan d'urgence en cas d'attentat. Mais il prévoyait seulement l'accueil de 8 blessés graves. Ce soir-là, ils sont 3 fois plus nombreux. Le plus dur à gérer, l'incertitude, d'être habité un moment par le doute, de se dire on n'arrivera pas à faire face et on va assister à des tragédies dans notre unité, voire peut-être des gens mourir par défaut de moyens, par défaut de soins. Vers 2 h du matin, lorsque les patients continuaient à arriver, que les médecins du préhospitalier arrivaient et nous disaient il y en a encore énormément, on se demandait si on allait réussir à faire face. Il y a une période dans la nuit, on a reçu 9 patients consécutifs et tout d'un coup on a eu cette sensation qu'il y avait peut-être plus assez de monde pour les prendre en charge. Et comme très rapidement, les patients de la vague d'avant sont allés au bloc opératoire, ceux qui avaient emmené au bloc opératoire ont été de nouveau libres pour revenir dans l'unité et être disponibles à nouveau pour prendre en charge. Donc on a eu parfois la sensation qu'on n'aurait pas les moyens. Et puis très rapidement, les réserves se reconstituaient et on se sentait capable de reprendre en charge des patients. Vous êtes en salle de réveil, hein? Passés les moments de doute, chacun trouve la force de surmonter ses angoisses. C'est très émouvant de voir à quel point, dans l'adversité, on arrive à se mobiliser. Oui. On met toute notre énergie à ne pas se laisser submerger par ses émotions et par ce qu'on pourrait ressentir. Papa, serrez-moi la main si vous avez mal. Le fait d'arriver à réagir au mieux permet, je pense, de mettre un petit peu en échec l'attentat et l'action terroriste en amont. On fait notre job en essayant d'opposer à la violence extrême de cet événement une image de solidité, d'entraide, de solidarité. C'est une sorte de thérapie, si vous voulez, d'agir, en fait, de pouvoir faire quelque chose et d'avoir l'impression d'être utile en essayant de sauver les gens. À l'hôpital Saint-Antoine, 45 blessés sont pris en charge. Tous présentent des blessures par arme à feu. Pour avoir une chance de les sauver, les équipes doivent localiser, au scanner, l'emplacement des balles et mesurer les dégâts qu'elles ont causés. J'ai un souvenir de beaucoup de sang et on a dû laver plein de fois le scanner. Il y avait du sang qui dégoulinait partout, vraiment beaucoup de sang. Et puis les images vraiment atroces. On n'a pas l'habitude de voir des membres bien déchiquetés à l'intérieur. C'est dur. La chirurgie, on est dans une salle d'op, on a l'habitude de ça. Certes, on sortait des balles, donc je devais garder toutes les balles qui étaient sorties, les éclats de balles qui étaient sortis pour donner ça après à la police. J'en avais une sacrée ribambelle sur mon bureau et oui, ça c'était violent. Dans la nuit, moi j'ai été confrontée à 2 décès, 2 patients en extrême urgence. Et en fait, on sait que ces patients étaient très gravement atteints, qu'on a essayé au maximum de les sauver, mais 2 sont décédés. Les 2 premiers dont je me suis occupée, en fait, qui sont... Après, voilà, c'était leur état qui était catastrophique à l'entrée dans le bloc opératoire. Grâce à la mobilisation et au travail des équipes médicales,
seuls 4 patients sur près de 500 blessés décéderont après leur admission dans les hôpitaux. Médecins, infirmiers, aides-soignants, tous sont habitués à la mort. Mais jamais ils n'avaient été soumis à un tel stress. Tous les témoignages étaient hallucinants. Cette patiente qui voit devant elle une fille hurler parce que son mec était en train d'agoniser. Un terroriste vient, s'approche avec sa kalachnikov, il fout une balle dans la tête dans le jeune homme pour que la fille arrête de crier. Et ma patiente, moi, elle était comme ça et elle a fait la morte pendant 3 heures. Alors nous, on est là avant l'opération, on interroge les patients et on prend toute la charge émotive. Moi, ce qui me marquait beaucoup, c'est le devenir des patients, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont devenir parce que vraiment, c'était des gens bien touchés, avec des membres qu'on devait sans doute amputer ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Faut pas le montrer, en fait, tout ça. C'est ça qui est difficile, en fait, dans ces moments-là. C'est qu'on est humain, et on ressent plein de choses, mais il faut les garder pour soi. Des émotions lourdes à porter. Au fur et à mesure de la nuit, les chefs de service se rendent compte que le personnel est bien plus touché qu'il ne le laisse paraître. Après avoir pris en charge les victimes, le docteur Nuss s'occupe de ses collègues. Au fur et à mesure du temps, certains patients disent des choses tellement émouvantes que même oser les soigner, c'est presque inconvenant pour certains soignants. Quand on a quelqu'un qui dit « j'ai perdu mon proche, j'ai perdu ma femme, à quoi ça sert la vie, qu'est-ce que je vais dire ce soir à mes enfants ?» La personne qui vient là pour faire un nettoyage de plaies, etc., elle se sent décalée, elle ne se sent pas légitime face à l'immensité de la souffrance. Ces soignants m'ont dit « écoute, moi je ne peux pas voir cette personne, c'est trop émouvant, c'est trop fort, c'est trop dur ce qu'il raconte, je ne peux pas rentrer dans la chambre, je ne peux pas rentrer. » Habituellement, ils me disent « est-ce que tu peux le voir juste après ?» Ils ont quand même leurs soins en priorité, et je dis oui. Et à ce moment-là, ils arrivent à faire leurs soins. Vers 5 heures du matin, militaires et policiers sont toujours très présents dans Paris. Il reste encore des terroristes en fuite et les forces de l'ordre redoutent un nouvel attentat. Mais dans les hôpitaux, c'est le soulagement. Plus aucun blessé n'est acheminé. Étonnamment, ça se termine dans un calme absolu. Tous les malades sont orientés, les urgences sont vides, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Les soignants sont là, ils fument leurs cigarettes, ils discutent, ils sont un peu médusés, il est 5 heures du matin. Et puis on attend le jour qui se lève, quoi. C'est assez surréaliste, hein, de cette effervescence extrême et puis tout d'un coup le silence absolu. Le silence est vite rompu. Au petit matin, les attentats déversent une deuxième vague de douleur. Cette fois-ci, ce ne sont plus les blessés qui arrivent, mais les familles des victimes. Elles sont nombreuses à faire le tour des hôpitaux à la recherche de leurs proches disparus. Quelqu'un a vu cette personne-là, il a une trentaine d'années, il était avec des amis hier au Bataclan. On reçoit ces jeunes qui cherchent leurs copains, leurs copines, qui vous racontent qui étaient présents, ce qu'ils ont vécu aussi à ce moment-là, pourquoi eux ils s'en sont sortis et pas les autres. C'est lourd, hein, c'est très lourd, très lourd. Et là je me sens un peu seule quand même. Seule, car elle n'a souvent aucune réponse à donner aux familles. Les médecins et les infirmiers étaient formés pour prendre en charge un grand nombre de blessés. Mais accueillir autant de patients inconscients, sans papier d'identité, était pour eux une première. S'il y avait un couac, c'est le couac de l'identification qui a entraîné des grandes difficultés pour les familles qui, j'espère, comprendront qu'on s'est vraiment focalisé sur le soin parce que ça a probablement retardé aussi la mise en relation du patient avec sa famille. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur l'identification parce que nous n'étions pas prêts et c'est quelque chose qui depuis a été corrigé. Pour certaines familles,
il faudra patienter 48 heures avant d'avoir des informations sur leurs proches. Une attente insupportable. Elle n'est pas dans la liste des décédés, elle n'est pas dans la liste des hospitalisés. On a appelé l'ensemble des hôpitaux, on est allé voir les hôpitaux pour voir si elle était hospitalisée et pas identifiée. On n'a pas de nouvelles. Et là, on est renvoyé de numéro en numéro qui bouclent. On a 3 numéros qui bouclent, on ne sait pas nous en dire davantage. Ce matin-là, à côté des familles désespérées, la solidarité des Parisiens s'organise. Quand je suis sortie de l'hôpital, donc vers midi le lendemain, il y a des choses qui m'ont beaucoup marquée. Il y avait une queue de personnes qui venaient donner leur sang à l'entrée de l'hôpital. Donc ça, c'est vrai que c'était très émouvant de voir tout ce rassemblement de personnes qui se sont mobilisées. Le matin du 14 novembre, Paris est abasourdi. Les Parisiens osent à peine sortir de chez eux. Sauf pour aller se recueillir devant les lieux des attentats. Quand je me réveille le lendemain, je regarde les infos, bien évidemment. Et moi, je réalise, quand il y a le jeune homme qui joue John Lennon devant le Bataclan. Et là, en fait, les larmes, j'ai pleuré, mais comme ça, les larmes ont coulé instinctivement. On dit que les soignants, c'est des éponges. Quand ils écoutent les patients, on prend tout, voilà, on absorbe tous les sentiments des victimes. Et puis, au bout d'un moment, il faut déverser. Donc moi, voilà, j'ai déversé là, au moment de John Lennon. Je suis allé place de la République mettre une bougie avec mes enfants et mon épouse. Et là, je m'aperçois vraiment de l'ampleur du désastre qui a eu lieu, quoi. Il y avait le côté professionnel d'un côté en étant à l'hôpital, en soignant tout le monde, et le côté citoyen et civil après, où on dépose la blouse, on met ses habits et on va rendre hommage à tous les blessés et tous les décès qui ont eu lieu. Un an après les attaques de novembre, Paris se relève, doucement. Comme chaque Français, chaque Parisien, dans les hôpitaux, personne n'a oublié. Je garde cette nuit enrhumée, j'ai une réunion à 16h demain. Tous sont marqués par les souvenirs de cette nuit noire. Moi, je me souviens du visage du premier patient qui est arrivé et le visage de la dernière patiente que je me suis occupée. Non, moi, ce qui m'a choquée, c'est que les patients les plus graves qui arrivaient, je me disais, mais comment ils font pour être encore en vie et comment ils font encore pour avoir la force de crier? Et que moi, j'avais qu'une envie, c'est de les faire taire. Moi, personnellement, j'y pense tous les jours avant de me coucher. Quand je ferme les yeux, je revois les patients que j'ai vus. C'est clair. Je n'oublierai jamais. Après, j'ai pas dormi pendant 2 jours. C'est en rentrant chez moi que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et dès que je fermais les yeux, j'y étais encore. Ça a fait 2 jours. Et 2 nuits. Et après, ce qui m'a fait du bien, c'est quand je suis retourné au travail, en fin de compte, c'est qu'on en a parlé. Tu replonges dedans. On replongeait dedans. Ouais. Je pouvais même pas expliquer aux miens ce que j'avais vu parce que c'était inexplicable. Je pouvais pas... Certains ont été touchés plus que d'autres. Le traumatisme a pris beaucoup de place, jusqu'à bouleverser leur vie. Un mal difficile à avouer pour le personnel hospitalier. Pendant des mois, le docteur Nuss
a tenté de détecter la souffrance chez ses collègues. On est allé dans les services. Et chaque fois qu'on allait dans un service, on disait qu'on est là à votre disposition. Personne n'est indemne de moments de panique, de difficultés. Et puis, il y avait aussi des occasions où on se rendait compte que les gens n'allaient pas bien, presque incidemment. Par exemple, un arrêt de travail qui paraissait impromptu ou des choses comme ça. Et donc là, on était à la pêche active de ces personnes pour leur dire « mais si vous voulez, vous pouvez parler ». Je pense que dans le corps médical, il y a parfois des difficultés à se faire suivre. Il y a un côté non, pas pour nous. Nous, on n'a pas vécu la même chose que nos patients. On ne peut pas être, nous, aussi affligés. Ils ont vécu des choses tellement pires. C'est pas possible. Il faut qu'on se reprenne. Alors que finalement, on a aussi le droit d'être extrêmement marqué par les événements. Les soignants, c'est une chose, mais c'est d'abord les victimes, c'est d'abord leurs familles, c'est d'abord les accompagnants. Nous, il y a quelque chose qui, en gros, nous protège un petit peu, même s'il nous oblige, c'est le caractère professionnel. Les équipes des urgences sont formées pour. La victime, elle n'a rien demandé, elle est formée à rien. Ça lui tombe dessus et c'est pour elle que c'est le plus compliqué et c'est pour sa famille que c'est plus compliqué. Les pompiers étaient les premiers à intervenir sur les lieux des attentats. Ils ont dû faire face à des scènes bien plus violentes. Pour eux, la prise en charge psychologique a été obligatoire. Mais personne n'avait prévu les dégâts que cela provoquerait au sein même de certaines familles. J'ai des enfants de 2 à 10 ans et ils ont perçu de manière extrêmement vive que j'avais un métier à risque. Et le fait qu'ils s'aperçoivent que leur père pouvait éventuellement s'exposer à l'avant et prendre des risques pour sa vie, les amis eux-mêmes en difficulté, on a été amenés à leur faire consulter un psychologue pour essayer de les rassurer. Maintenant, ça va mieux. Beaucoup d'infirmiers, de médecins, de personnel médical des hôpitaux de Saint-Louis et Saint-Antoine vivent dans ces quartiers attaqués par les terroristes. Ils fréquentent, souvent depuis des années, le restaurant La Belle Équipe, le Petit Cambodge ou encore le Carillon. C'est vrai que le Carillon, c'est un endroit où tout le monde va, hein, tout l'hôpital Saint-Louis, c'est les petits-déj pour les équipes de nuit, c'est les pots pour fêter les départs. Donc c'est vrai qu'on nous a pris quelque chose quelque part. Le Carillon ou le Petit Cambodge, c'est plus tout à fait la même chose maintenant. Mais en même temps, on a tous été reboire un coup là-bas. Est-ce que c'est l'envie de se dire que finalement, ça doit rester un endroit un peu comme les autres, même si on sait que c'est pas un endroit comme les autres, mais que ça nous maintient dans une certaine forme de normalité? Il y a eu quelques mois comme ça où en fait on s'est permis tout. En fait, on avait on était tout le temps à vouloir faire la fête, à profiter, à rire, comme si on avait ce besoin-là d'évacuer ou de retrouver à nouveau la vie. Oui, il y a eu un besoin de vivre en fait, vraiment ce besoin-là de vivre pendant quelques temps, après les attentats. Vivre, mais toujours avec l'inquiétude que cela se reproduise. Même en dehors de l'hôpital, lorsqu'ils passent du temps avec leurs proches, la menace est toujours dans leur esprit. C'est vrai que depuis le 13 novembre, mon téléphone n'a plus jamais été éteint. Mon téléphone dort avec moi sur la table de chevet depuis. Parce que, du coup, on a toujours dans un coin de la tête que on peut être appelé à n'importe quel moment du jour et de la nuit et que la vie a changé, la société a changé, on est moins insouciant. Voilà, on se doit de s'y adapter. Malgré l'horreur de ce qu'ils ont vécu cette nuit-là, tous se disent qu'il y a quelque chose que les terroristes ne leur prendront jamais. C'était un moment qui a montré que les gens étaient forts, les gens étaient solidaires. Moi, j'ai vu que toute cette humanité me fait dire que les terroristes ont peu de chance parce que tout ce que moi j'ai vu spontanément, les gens dans la rue, à l'hôpital, etc., font que c'est la meilleure des armes. C'est cette humanité, cette fraternité
fait que les terroristes ne pourront jamais gagner. Si demain on m'appelle, je cours. Souvent on entend, on dit ah ben vous êtes des héros, etc. Non, pour moi les héros ce sont c'est les gens qui étaient au Bataclan. Les héros ce sont les familles de victimes. On n'a pas à être remercié, c'est juste notre travail. Enfin, on n'a vraiment pas à nous remercier. Tout d'un coup, on a senti que les soignants étaient au cœur de ce qu'ils avaient décidé de faire profondément. Quand ils ont commencé à décider d'être infirmiers, médecins, aides-soignants, ambulanciers, le sentiment d'être juste par rapport à sa vocation. L'hôpital Pompidou, les hôpitaux militaires Saint-Antoine, Saint-Louis, qui n'étaient pas des hôpitaux dédiés à l'accueil des polytraumatisés, Mont-d'Or, c'est des hôpitaux qui ont très bien fait les choses. On est finalement un système de santé qui est robuste, et ce soir-là, on l'a prouvé.